Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. Always. Salut à toutes et à tous, on est de retour tous les trois pour cette nouvelle année 2024. Antoine Pimel, moi-même et... je trouve même plus les superlatifs pour parler de Shai Mamou, on vous en parlait ce matin dans le CQFR. Le président, gars est prêt président Shai. Mais ouais, il peut assumer le CQFR, l'émission de First Team, celle de Trash Talk tout seul. En gros, régner en maître sur toute la planète basket française des podcasts. Shai, ça va toujours au top, toujours. C'est gentil, mais non, mais vous savez que je suis un team player. Je me languissais de votre retour. Je me languis de l'arrivée sur le territoire français de mon camarade Antoine Pimel pour le match à Paris. Voilà, on est jamais mieux qu'en équipe. Vous pouvez m'accueillir à Charles de Gaulle, porte 27. Avec les petits panneaux. Et si vous pouvez me déposer dans le 92 après, ça serait cool. Bon, bah voilà, vous savez tout pour cette semaine. Effectivement, Shai et Antoine seront dans la place pour le NBA Game Paris qui aura lieu jeudi soir entre les Cavaliers et l'équipe de Brooklyn. En attendant, pour ce premier podcast de 2024, on a eu envie de se projeter, de se poser les uns aux autres, entre nous et puis à vous, bien sûr, les grandes questions qui nous taraudent pour l'année 2024. Quelles sont les grandes questions, en tout cas nos grandes questions pour 2024 ? C'est vrai que 2023 vient de s'achever, mais il y a même pour cette saison, la saison qui est en cours, je pense qu'il y a pas mal de choses. Toutes les choses sont encore très ouvertes, que ce soit pour les places en play-off, en play-in, pour le titre, qui est favori, qui sera MVP, qui sera rookie de l'année. Toutes ces questions sont très ouvertes. Nous, on a essayé de taper un petit peu en dehors de ces questions classiques ou basiques. On ne s'est pas donné nos questions à l'avance, donc on va les découvrir en même temps que vous. Les deux dernières fois, on a fait des choses comme ça. C'était Antoine qui avait commencé, ensuite c'était moi, c'était la prime au plus ancien. Je propose que Shai, pour te récompenser de toutes ces semaines d'efforts sans relâche, tu puisses ouvrir le bal des grandes questions de 2024. Quel cadeau incroyable, ça ne met pas du tout de pression. On avait hésité entre de l'argent et ça, on savait que tu préférais commencer par la question. Vous savez que je suis désintéressé, moi je joue pour la passion, il n'y a pas de problème. Alors, il faut que je réfléchisse à laquelle poser, du coup, à laquelle de mes questions, des questions que j'ai mis de côté et que j'ai mises de côté. Je vais commencer par une question simple et qui concerne pour le coup un peu la saison en cours. Après, je sais qu'on balayera plus large les uns et les autres. J'avais envie de... moi, je connais ma réponse, mais j'avais envie qu'on se demande ensemble si le Thunder pouvait déjà être un contender à l'Ouest. Mais j'aurais jamais laissé poser la première question. Ouais, c'était une de mes questions aussi. Ouais. Je savais que ça... J'étais sûr. Mais parce que là, ça prouve bien que c'est une question qui est importante et qu'on se pose tous les trois, du coup. Si sans se concerter, on se le demande. Parce qu'en début de saison, on avait dit, tiens, est-ce qu'ils peuvent être un petit outsider ? Est-ce que Shai peut confirmer sa saison ? Est-ce que ça peut être une équipe qui continue d'être sympa à regarder ? Est-ce qu'ils doivent faire des moves ? Il y avait des questions autour et je trouve qu'on arrive à la mi-saison. Ils ont déjà plus que répondu à la plupart des questions que je viens d'énoncer. Et là, maintenant, je me demande carrément s'ils ne sont pas beaucoup plus en avance que ce qu'on pense et qu'on n'est pas déjà face à une équipe qui peut regarder droit dans les yeux ceux qui se définissent comme des contenders depuis quelques semaines, quelques mois. Et moi, je voulais vous poser la question. Je ne sais pas si vous voulez d'abord ma réponse ou si vous voulez qu'on en discute entre nous, mais c'est une question que je trouve importante. Ouais, c'est marrant parce qu'on en avait parlé un petit peu juste hors antenne après avoir coupé après un CQFR, on en avait parlé entre nous tous les trois vite fait parce que c'est vrai qu'en début de saison si je me trompe pas, on s'était dit c'est une belle équipe, ils font un bon début de saison, on les voyait bien passer au moins un tour et puis mais pas plus, et après je me rappelle c'était juste après avoir coupé un CQFR et on s'était dit peut-être que ça peut aller plus loin quand même, et je crois que c'était peut-être Antoine, toi qui freinait le plus à ce moment-là, tu avais concédé que tu les verrais bien peut-être passer un deuxième tour, mais qu'au-delà, c'était peut-être trop loin pour à ce moment-là. Moi, c'est aussi la question... Moi, ma question est un peu différente, je vous la poserai après, mais c'est la question que je me pose de plus en plus. Shai, je pense en fait que cette équipe du Thunder aurait tort en fait de se brider, parce que je me dis que sur une série, il n'y a pas d'équipe qui doivent... Il n'y a pas une équipe en particulier qui doit lui faire peur, et j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dans ce... C'est un passage qui est parfois très court, où tu es suffisamment fort pour être confiant,
est suffisamment jeune pour pas avoir conscience des enjeux qui sont en train de se jouer. Et donc, ça peut te donner, si ça clique, ça peut effectivement t'emmener très loin. On sait jamais quelle est la vraie fenêtre de tir d'une équipe pour Exactement. un titre. C'est-à-dire que ça peut être, là on se dit, ouais, bon, ils sont jeunes, il y a du temps, il y a de la marge de manœuvre pour améliorer l'équipe. Mais on sait jamais vraiment, tu vois, si tu as ton joueur majeur qui se blesse gravement, un mec qui a des problèmes personnels, un trade pas prévu, un mec qui veut vraiment partir. Donc, moi je me demandais ça parce que c'est vraiment, on en parle beaucoup, donc peut-être que vous allez trouver qu'on radote si vous nous écoutez depuis des semaines, des mois, mais c'est l'équipe qu'on aime globalement. Moi, en tout cas, j'aime globalement le plus regarder, le plus suivre. Ils viennent d'enchaîner des matchs. Alors bon, là, ils en ont perdu un peu, mais ils ont battu des équipes parmi les meilleures de la ligue et à répétition sur une série là. Et je trouve que c'est pas une équipe qui joue comme une équipe jeune, c'est une équipe mature qui perd peu de ballons, et qui est à l'image de son franchise player, c'est-à-dire ultra sereine. Et voilà, jour après jour, je suis en train de me dire, je pense que même moi qui les voyais assez haut, je les vois peut-être pas assez haut et ils ont personne à craindre en fait. À l'Ouest, sur une série, ce que tu viens de dire, Théo. Et je pense que c'est. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que j'en entends aussi beaucoup dire, bon, bah, c'est cool, c'est l'équipe qui ambiance un peu la saison régulière. C'est une équipe on monte un peu dans le train pour la suivre sur l'avenir, mais en playoff, ça ne pourra pas. Ils n'ont pas l'expérience, c'est une autre forme de compétition. Et je comprends ces inquiétudes, mais moi, je pense qu'ils sont tout à fait capables de les balayer. C'est marrant parce que moi, ma question, c'était quasiment la même. C'est du coup, est-ce que le Thunder ne serait pas déjà prêt au final? J'ai souvent l'argument de dire, mais si tu n'as pas tu sais, genre les playoffs, c'est une ascension douloureuse vers les sommets. Tu commences par perdre des premiers tours, il te faut des échecs pour te former. Et c'est rare que ton équipe arrive comme ça, jeune, et que tout de suite, elle se mette à aller en finale NBA, par exemple. Je prends souvent les exemples de Michael Jordan, de Kevin Durant. Je fais exprès LeBron James, des grands joueurs qui n'ont pas tout de suite su mener leur équipe au top. Et je m'en sers comme espèce d'exemple implacable, en mode, bah voilà, vous voyez, cette équipe, elle n'est pas prête, parce qu'au final, il y a très peu d'expérience en playoff. Celui qui a joué le plus de matchs en playoff dans cet effectif, c'est Davis Bertans, et il ne joue pas. Chez Gilgeous-Alexander, il a quelques campagnes, mais il a vraiment une campagne avec le Thunder où il était deuxième option ou première option bis avec Chris Paul. Et autour, les mecs n'ont pas d'expérience. Malgré ça, ouais, moi, je suis un peu comme toi, un peu comme vous, du coup, j'ai l'impression que le Thunder peut faire un vrai splash. Pas aller jusqu'en finale NBA, oui, si on est sur mon truc que j'avais dit, bah ouais, passer 2 tours, je suis pas sûr que ça continue, oui, je les vois pas aller en finale NBA. Par contre, du coup, ça m'amène à une autre question. Si juste sur le Thunder, ils ont quand même un big tree, ils ont plein d'ingrédients en fait. Ils ont 3 stars, Holmgren, Williams et évidemment Gilgeous-Alexander. Williams, c'est une star, c'est une vraie star. Ses stats le montrent pas tout à fait parce qu'il y a un vrai 5 majeur fort et il y a une répartition des cartouches et qui est telle qu'il ne peut pas non plus mettre 25 points par match, mais je pense que c'est une vraie star. Holmgren est une star dans son rôle et c'est aussi un super joueur. Il est capable de se créer son tir comme une star déjà dès maintenant. Si tu lui mets un intérieur plus costaud, un peu goofy, il va le prendre de vitesse, où il va de toute façon réussir à suffisamment créer de distance pour ensuite prendre son tir. Et Gilgeous-Alexander, c'est un des 5 meilleurs joueurs de la ligue, je pense, en fait, ou des 5-7 meilleurs joueurs de la ligue. Donc, tu as un peu l'ingrédient théorique pour aller jusqu'au bout. C'est ton ingrédient préféré, celui-là, normalement? Ouais, c'est celui qui est vérifié chaque année depuis le début de l'histoire de la NBA, quoi, à quelques rares exceptions qui se comptent sur les doigts d'une main. Donc, pour moi, c'est là. Et je pense que chez Gilgeous-Alexander, on peut le mettre dans cette catégorie. Il y a vrai débat. J'avais lu, je crois que c'est Bill Simmons qui disait ça. Est-ce qu'il n'est pas meilleur que Tatum? Alors, c'est un débat, hein, c'est une question du moment. Forcément, Bill Simmons, il pose cette question au Milwaukee Boston avec un excellent chez Gilgeous-Alexander. Pour rejoindre, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Théo. Je pense que là, c'est le timeline parfait en mode on est très fort pour avoir confiance et on est suffisamment jeune pour pas comprendre ce qu'on est en train d'accomplir complètement et que du coup, ça peut jouer en leur faveur. Et ça se voit qu'ils n'ont pas peur. Hein. Là, ils ont tapé les Timberwolves de 26. Non, pardon, les Timberwolves de 23, ils ont tapé 2 fois les Nuggets, dont une fois de 26 points, et ils ont tapé les Celtics. Et ils ont tapé les Clippers, qui étaient sur 8 ou 9 victoires de suite au moment où ils les tapent. Donc, c'est une équipe qui a peur de personne, elle joue très bien. Mais du coup, ça m'amène une autre petite question, si vous me permettez, sur le Thunder. C'est un peu, qu'est-ce qui manque au final à part de l'expérience? Parce que moi, je ne suis pas sûr, honnêtement, que là, dans l'état, le Thunder peut vraiment jouer le titre. Par contre, je pense qu'ils sont suffisamment proches
pour réfléchir à qu'est-ce qui peut leur manquer dès maintenant pour être champion, à part de l'expérience. Et ça, j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus. Si je peux me permettre, je vais vous dire quelles questions moi j'avais notées pour Thunder. C'était parce que jusqu'à nos dernières discussions, et ça va rejoindre la tienne, hein, Antoine, c'est pas pour botter la tienne en touche, Non, mais jusqu'à nos dernières discussions, je me disais bon bah de toute façon il faut qu'ils voient comment dire, une campagne de playoff avec ce groupe avant d'envisager un trade. Et moi, ma question, c'était au bout du compte, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt peut-être à faire un trade dès cette saison en fait, à se dire, bah, de toute façon, tous nos jeunes, on ne pourra pas garder tous nos jeunes. Là, on a une vraie fenêtre, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Shai, les fenêtres, on ne sait pas combien de temps elles peuvent durer. Est-ce que le Thunder serait prêt à prendre, entre guillemets, ce risque d'aller chercher justement un joueur, alors forcément peut-être avec un peu plus d'expérience, mais là où je rejoins ta question, Antoine, c'est que quand je me disais, mais aller chercher quel joueur? Parce que c'est bien beau de te dire, bon, bah, on a des assets, on a un joueur, je pense que quand je regarde leur roster, c'est sans doute Josh Giddey qui aurait le plus de chances d'être impliqué dans un trade à ce stade du développement du Thunder. Mais qu'est-ce que tu fais venir en retour? Instinctivement, pour essayer de répondre à ta question, Antoine, c'est compliqué parce que je me dis, bah, il faut que ce soit un mec qui puisse apporter du scoring, mais sans avoir à monopoliser la balle. Et en même temps, il faut qu'il puisse apporter, si tu pars du principe que tu vas échanger, tu vas le mettre dans un trade pour guider, il faut que ça soit aussi un mec qui puisse t'apporter du playmaking. Parce qu'en fait, sorti de, je veux dire, la deuxième unit du Thunder, elle fonctionne vraiment bien aussi grâce au playmaking de Josh Giddey. Et c'est pas si simple en fait. Finalement, tu te retrouves vite à chercher le type de joueur que tout le monde cherche, quoi. Un 2-3 qui peut mettre des points et qui peut créer du jeu tout en étant pas un boulet en défense. Et des joueurs comme ça coûte cher et il n'y en a pas 50. Sinon, un 3-4 camerounais, sinon, je sais pas. Non. Bah, Il y a du playmaking, il y a du scoring sans qu'il y ait oui. l'option principale. Après moi, Bien sûr. là, je dis ça, sauf que je suis de l'avis inverse. C'est-à-dire que je pensais aussi que c'était peut-être le bon moment pour faire un trade. Mais maintenant, j'ai tellement envie de les voir aller sous ce format-là en playoff pour les tester, pour savoir qui a vraiment la moelle pour tenir sur les ambitions à court, moyen, long terme que moi, maintenant, j'ai plus envie qu'il y ait un trade. S'il y en a un, par contre, je suis intéressé de voir qu'est-ce qu'ils vont prendre et qui vont pouvoir prendre. Ça c'est sûr. Et s'il y a un trade avec un joueur qui a le profil dont tu parlais, Théo, bah là je me pose même plus. J'ai zéro doute sur la réponse à la question qu'on se pose depuis tout à l'heure. Parce que par contre, là où je te rejoins vraiment, Shai, c'est que je pense que si le fit n'est pas parfait, il faut pas faire de trade. En fait, tout fonctionne très bien. Donc effectivement, s'il n'y a pas le joueur où tu sais que ça va tout de suite fitter parfaitement avec ce que tu as mis en place, faut pas que tu aies besoin de te réinventer ou de perturber un petit peu l'alchimie. Là, tu parlais de Siakam, hein, potentiellement, Shai, on n'a pas dit son nom. Mais tu vois, pour le coup, j'arrive pas à savoir dans quelle mesure... Enfin, j'adore Pascal Siakam, mais je trouve que c'est un joueur qui est tellement particulier trop dur. Que parfois... Tu disais, c'est trop dur en fait, Siakam. C'est trop dur à intégrer. Du coup, j'arrive pas à savoir si justement le fait qu'il soit si particulier fait qu'il peut fitter tout de suite, ou si au contraire, tu es obligé de réajuster un petit peu ta manière de jouer, changer vraiment tes rotations pour qu'il puisse t'apporter. Tu vois, c'est vraiment ce qui me fait beaucoup hésiter avec Siakam dans le fit potentiel avec OKC. C'est dur de trouver un joueur pour OKC. Hein. Je vois les médias US, ils aiment bien parler de Markkanen, mais pareil, pour Markkanen, il faut forcément que tu changes un peu ta manière de jouer, parce que tu fais venir un mec qui a presque 25 points par match, quoi. Après, c'est vrai que si tu as Markkanen, Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander, Williams, là, tu commences à être très, très solide. Même si, bon, j'ai du mal aussi avec cette rumeur. C'est souvent, on prend position pour le Thunder, on ne réfléchit pas vraiment. Enfin, le Jazz va pas non plus juste comme ça accepter Markkanen, tu vois, de lâcher Markkanen. Moi, je pense qu'il leur manque de la taille déjà, de toute façon, pour les playoffs, quoi qu'il arrive, quel que soit l'objectif, même s'ils veulent garder leur noyau dur, même si c'est les 5. Imaginons que leurs 5 majeurs dans l'état, là, on se dise, OK, ils peuvent aller loin. Il faudra de la taille, il faudra des moments où il y a quelqu'un derrière Holmgren autre que Williams, un mec qui est capable de faire des fautes, qui est capable de protéger un peu Holmgren sur des minutes. Il leur faut un mec comme ça. Je pense qu'il faut un vétéran de banc dans tous les cas, que ce soit Bogdanovic ou des mecs comme ça. Je sais pas si je suis pour un gros splash, moi. Tu vois, Siakam, j'aime bien Siakam, j'adore Siakam, je le trouve très dur à intégrer. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on parle des Sixers, tu vois, quand tu le vois aux Sixers, au Thunder, je suis jamais vraiment convaincu. Je me dis, mais Siakam, c'est plus pour une équipe qui tourne pas forcément très bien, mais qui a du talent et qui veut essayer quelque chose, tu vois. Genre les Kings, après les Kings tournent pas trop mal, mais c'est irrégulier, tu vois, les Mavericks, des trucs comme ça. J'ai du mal à l'imaginer dans des équipes où il y a vraiment déjà un système en place. Mais après,
Peut-être que je me trompe complètement. Hein. Et j'ai du mal aussi avec le fait qu'il n'est pas complètement sur la même timeline en niveau d'âge. Parce qu'en gros, s'ils font venir Siakam, qui est free agent, à la fin de la saison, c'est en gros, tu lâches des assets. C'est vraiment juste, c'est une location, quoi. Tu loues un All-Star sans être sûr qu'il va avoir un apport. Et si tu perds Giddey pour faire venir un mec sans être sûr de ce qu'il va t'apporter, sachant que je ne suis pas certain que le OKC le re-signerait, ou peut-être que sur 2 ans, mais je ne sais pas. J'ai du mal à trouver une cible parfaite pour eux. Par contre, je sais qu'il leur faut de la taille. Pour moi, il leur faut de la taille. Et peut-être un mec de banc. Moi, j'allais dire ça, parce qu'en fait, moi, je trouve que leur 5, il est très bien, quoi. Tu vois, j'aurais même pas trop envie de toucher particulièrement au 5 d'OKC. Par contre, je trouve que sur le banc, ils ont plein de joueurs de qualité. Il n'y a pas de joueurs nuls, en fait, dans cette équipe. Il y a plein de joueurs de qualité, mais il n'y en a pas un vraiment qui sort vraiment du lot, je trouve, en sortie de banc. Je trouve que c'est là que ça manque un petit peu de peps, quoi. Pour aller loin, tu sais que pour aller loin, tu as besoin d'un gars un peu surprise qui va sortir du banc et qui va te gagner un match. Tu vois, qui en sortie de banc pour le Thunder peut vraiment gagner un match pour eux, sortie de Guidé, hein, je parle à part Guidé, bien sûr. Et en fait, je vois le dernier match j'ai trouvé hyper intéressant le dernier match perdu par OKC contre les Nets. Je l'ai regardé en entier pour le coup. Je me suis demandé, en fait, dans quelle mesure, mais c'est certainement faux, hein, parce qu'en fait, ils prennent l'eau complètement en première mi-temps. Je crois que Denio, il fait jouer 13 joueurs, un truc comme ça, en première mi-temps du côté du Thunder. Je me suis demandé dans quelle mesure, une fois qu'il a vu que c'était mal embarqué, il n'a pas en fait cherché à voir comment son équipe pourrait réagir dans ce type de situation. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un match où tu préparais les playoffs un petit peu. Et il les a laissés prendre, je crois, ils ont eu moins 26. Et finalement, ils sont vraiment revenus forts. Ça se termine, bon, je crois qu'il y a un écart de 9 points, un truc comme ça au bout du compte, mais ça se joue sur des lancers francs. Ils reviennent vraiment, ils sont pas loin de pouvoir prendre le match au bout du compte au OKC. Et tu vois, je vois, il y a Micic dans ce match-là qui joue plutôt bien, sachant que son temps de jeu est quand même fluctuant, il joue une douzaine de minutes. Mais tu vois, en fait, c'est là où je me dis, là, si tu as alors je m'attends pas à ce que Micic ait son niveau d'Euroleague pour sa première saison NBA, tu vois, mais c'est là où je me dis, là, avec un joueur un peu plus fort sur ce poste-là, un créateur qui sort du banc, qui peut faire jouer pour lui, parce que notamment il était bon offensivement dans ce match-là, Micic, il a joué 5 contre 1, etc. Bah, ça te donne une garantie en plus, quoi. Moi, c'est plus sur le banc en fait que j'aimerais aller voir se renforcer. C'est ça, il leur manque peut-être le 6e homme traditionnel, gros scoreur. Parce que moi j'aime bien, il y a plein de joueurs de leur banc que j'aime bien, comme tu disais, c'est des bons joueurs. Je trouve que Kayson Wallace, pour un rookie, il est excellent. Il y a des périodes où Isaiah Joe, il rentrait tous ses shoots. Enfin, c'est propre, mais c'est vrai qu'effectivement, si tu t'attardes un peu dessus, ça manque du 6e homme dynamiteur qui peut te faire la différence dans des séries de playoffs. Mais vu qu'on n'a pas encore vu même ces mecs-là, on les a pas encore vraiment vus sur une série de playoffs, donc rien ne nous dit qu'il n'y en a pas un, que ce soit Micic ou un autre, qui se révèle et qui arrive à performer comme ça. Mais bon, on verra bien. De toute façon, là on va le voir. Moi, je pense qu'ils ne vont pas bouger. Je vous le dis, je pense qu'ils ne vont pas bouger, ou très très peu. Il n'y aura pas, là on parlait de Siakam et tout, je ne pense pas qu'ils vont bouger, je pense qu'ils ont envie de voir comment ce groupe-là peut fonctionner en playoff, et après faire les ajustements en conséquence. Je suis d'accord. Mais tu vois, quand je les voyais, je fais pas un focus sur ce match des Nets, mais Brooklyn, qui a plein de joueurs qui sont des 3&D qui peuvent créer un petit peu, tu vois, je me dis, tu mets un Cam Johnson en sortie de banc pour OKC par exemple. Je prends lui au hasard, j'aurais pu prendre un autre même des Nets. Je pense que c'est ce profil de joueur qui peut vraiment faire la différence, en fait, qui pourrait faire la différence pour OKC. Ouais. Allez, on enchaîne. Vous aviez d'autres choses sur OKC? Ça fait déjà pas mal de questions quand même. Oui, c'est bien déjà, ouais. C'est cool. Allez Antoine, je te laisse prendre la main. Allez, on va rester à l'ouest. Quelle est, selon vous, ça m'intrigue, c'est une plus petite question, sans doute plus courte, quelle est l'équipe qui est la mieux armée pour gagner une série sans l'avantage du terrain à l'ouest? Et je vous en donne 4, vous pouvez m'en donner d'autres, mais j'ai pris celles qui, à mon avis, finiront sans l'avantage du terrain. En gros, un peu, quelle est l'équipe qui peut créer la surprise sur ces playoffs en 2024, en tout cas dans la conférence ouest? Est-ce que vous voyez plutôt Dallas, Sacramento, New Orleans, Phoenix ou une autre? C'est-à-dire que j'ai ni cité ni les Lakers, ni les Warriors. Mais voilà, Dallas, Phoenix, New Orleans, Sacramento. Est-ce qu'il y a une de ces équipes que vous arrivez à imaginer gagner un tour, passer un tour sans avoir l'avantage du terrain? En gros, ouais, j'allais dire en gros qui va battre Minnesota au premier tour, c'est ça que tu veux nous dire? Je suis même pas sûr qu'une de ces équipes jouera Minnesota. Je suis même pas sûr que Minnesota perdra au premier tour. Mais... Non, je sais, je suis mauvais. Mais, non, Théo, ouais,
tu voulais peut-être expliquer pourquoi Dallas, mais je suis assez d'accord sur l'identité de l'équipe en question. Non, bah c'est parce que en fait c'est à cause de son meilleur joueur tout simplement. Je veux dire, on sait que chaque série de playoffs avec Luka, tu as une chance de passer en fait, et on sait que il est quand même imperturbable, quel que soit l'environnement. On se rappelle les séries là où Dallas avait failli sortir les Clippers. On se rappelle, alors que l'équipe était même moins forte sans doute à l'époque. Je pense que on se rappelle même la manière dont ils sont revenus pour taper Phoenix la dernière fois, enfin après le fameux Everybody Talk When They're Up et l'espèce de bif avec Devin Booker. Voilà, je pense que c'est vraiment l'équipe qui aura peur de personne quoi qu'il arrive. Ça veut pas dire qu'ils iront en finale NBA, mais je pense qu'ils sont imperturbables à tout type de. Je pense pas que que l'avantage du terrain pose problème forcément pour une équipe emmenée par Luka Doncic. Ça, Antoine, t'as dit Sacramento, Dallas, New Orleans. New Orleans et Phoenix. Et après, ou autre, si vous pensez que les Lakers ou les Warriors. Mais ces équipes-là, les équipes justement que tu avais un peu volontairement écartées, en y ajoutant Phoenix, c'est des équipes qui, soit sur l'expérience, soit sur le talent brut, ont théoriquement peur de personne non plus. Donc, tu vois, j'imagine bien, les Lakers, ils ont déjà l'année dernière renversé. Ils étaient mal barrés. Ils sont allés en finale de conférence en gagnant un paquet de matchs à l'extérieur. Les Suns, si à un moment ils arrivent à enchaîner 3 matchs avec le Big Three, s'ils arrivent sous leur meilleure version en playoff, je pense qu'ils n'ont pas peur non plus et qu'ils sont capables. Tu as KD, Booker, Bradley Beal. Même si je ne les vois pas aller au bout, je pense quand même qu'ils sont capables de gagner une série sans l'avantage du terrain. Donc, je dirais aussi, parmi ceux que tu as cités, je dirais aussi Phoenix. Et pas. Je pense que New Orleans et Sacramento seront plus à l'aise à domicile mais sont moins susceptibles d'aller créer la surprise en n'ayant pas l'avantage. Ouais, moi, j'ai Dallas aussi. Pour les mêmes. Enfin, déjà, Luka Doncic, c'est la première et majeure raison pour laquelle j'ai Dallas. Je pense que Dallas peut battre des équipes meilleures qu'elle. Parce que ma question, en fait, elle est un peu sur ça. C'est que si théoriquement, tu joues contre des équipes plus fortes que toi, en tout cas, après la logique de la saison régulière, c'est évidemment pas une science exacte, mais l'idée que tu veux que tu joues contre des équipes meilleures que toi. Et je pense qu'en fait, Dallas est capable de battre une équipe qui serait meilleure qu'elle. Par exemple, tu parlais de Minnesota, mais oui, moi, si un premier tour Minnesota-Dallas, je pense que ça ne sera pas le cas. Ou alors, si Minnesota descend en 3, Dallas reste 6, ça peut se faire au final. Je pense que je miserais plus sur Dallas, et ça serait serré pour le coup. C'est peut-être j'enterrerais pas les Timberwolves trop vite, honnêtement. Limite, j'ai l'impression que c'est le pire match-up pour Dallas, en fait. Ouais, exactement. Ouais, c'est pareil. J'allais dire, c'est pas le plus idéal dans le sens où ça défend vraiment bien. Il y a du Jaden McDaniels, il y a des mecs qui peuvent aller s'occuper des Anthony Edwards, il y a des mecs qui peuvent aller s'occuper il y a de la taille, etc. Mais je trouve que les Mavericks ont plein de joueurs intéressants. C'est aussi une équipe qui est susceptible de se renforcer. Et en fait, quand tu as le talent de Luka Doncic plus celui de Kyrie Irving en playoff, ça peut faire des étincelles. Mais du coup, j'ai posé cette question. Je me doutais en fait que vous alliez répondre en partie Dallas. Et ça me menait presque à une espèce de question subsidiaire. C'est en fait, plus personne ne considère les Suns comme des favoris au titre, du coup. C'est ce que j'ai glissé dedans. Après, Shai en a parlé, tu vois, mais. Non, mais ça aurait été mon deuxième choix à cause du pédigré des joueurs, en fait, tu vois. Mais au bout du compte, le problème de Phoenix, et j'ai l'impression que c'est un petit peu le même pour les Hornets, c'est qu'on parle de quelle équipe, quoi. T'as l'impression que d'un match sur l'autre, t'as pas l'impression, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber au bout du compte. Que ça soit Phoenix, tu sais pas s'ils seront blessés, pas blessés. La dernière fois, ils s'étaient pas blessés, ils perdent quand même. Les Hornets, les Pelicans, pardon. Cette équipe a continué d'être incompréhensible pour moi. Jamais de la vie, je parie sur cette équipe. Je sais jamais qui va se montrer, quel visage ils vont arborer. Donc c'est pour ça que moi, en fait, avec Dallas, je me dis, de toute façon, Luka, tu sais très bien ce qu'il va faire, en fait. Le scouting report face aux des Mavs pour les autres équipes, il est très simple en fait. Il va porter la balle, il va prendre ses step back, il va jouer pour lui. S'il y a plus petit, il va aller au panier. Si tu viens à 2, il va sortir les ballons. Tu sais ce qu'il va t'apporter match après match et tu sais que ça sera quand même un niveau élite, quoi. Alors, ça veut pas dire que ça, encore une fois, ça veut pas dire que ça t'emmène en finale NBA, mais les autres équipes, enfin Phoenix et les Pelicans, je les mets un peu dans le même groupe, même si on est d'accord, c'est pas du tout les mêmes profils. Moi, je suis incapable de dire d'un soir sur l'autre s'ils vont gagner ou pas. Ouais, moi, j'ai pas confiance en Phoenix, je vais le dire direct. Enfin, j'ai pas confiance pas dans les Suns. Si tu peux me garantir que les 3 vont jouer à quasiment 100% de leur capacité au moment des playoffs, ouais, bah là, ils sont favoris de série sur 3 quasiment, je pense. Mais j'ai absolument pas confiance en la capacité de KD et Bill et même Booker d'être
à 100% au moment où ils vont démarrer les playoffs et de jouer ensemble. Là, à chaque fois, il y a un match, voire deux presque, où ils arrivent à jouer à 3, puis après, il y en a toujours un qui a un pépin. J'ai l'impression que c'est sans fin et ça ne peut pas marcher comme ça. Ils se sont déplumés pour avoir ces 3-là en même temps et ils n'y arrivent pas. Et même si, par exemple, Nurkic fait plutôt une saison très, très honnête, on avait des interrogations, il s'en sort très convenablement. Autour, je ne suis pas non plus forcément rassuré par les joueurs qu'il y a autour. Ils apportent à leur petite échelle. Quand KD n'est pas là, tu as des mecs comme Metu qui sont honnêtes, mais c'est pas... Non, en tout cas, je ne suis pas du tout confiant. Je n'ai pas confiance en cette équipe, en tout cas, en l'état, pas du tout. Pareil, on l'avait dit dès le départ. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'on n'avait pas imaginé qu'il serait à 19-17, quoi. Personne. Non. C'est vraiment une équipe moyenne, en fait. Mais qui a des flashs. C'est très bizarre, les Suns, hein. Ça rejoint ce que vous avez dit, mais c'est une équipe moyenne. Tu as très vite dit en regardant les matchs que c'était nul, enfin que c'était moche à voir. Ouais, ça joue très... Ouais, ça c'est clair, c'est moche à... Mais il y a des moments, il y a des espèces de flashs de, je sais pas, de brillance, mais... Il y a KD, quoi. Kevin Durant, Devin Booker, rien que ça. Mais après, c'est simple, en fait. Quel super team a été performante d'emblée, en fait? Il n'y en a quasiment pas. Je veux dire, Kevin Durant aux Warriors, il rejoint une équipe qui est déjà en place et qui est déjà dominante, en fait. Même, c'est vite oublié, mais le hit, en fait, on a oublié qu'à l'époque, avec Dwayne Wade, Chris Bosh et LeBron James, sur la première partie de saison, ça ne fonctionne pas. Finalement, c'est même eux, sans doute, l'exception. Mais tu as 3 joueurs qui sont en plein dans leur prime. Ce qui n'est pas du tout le cas de Phoenix. Je veux dire, Dwayne Wade n'a pas encore commencé à baisser de pied. Bosh et LeBron sont en train de débuter leur prime. Et pourtant, ils ne gagnent pas dès la première saison. Ils vont en finale NBA, ce qui est déjà remarquable. Et ils se font punir par Dallas, un peu à la surprise générale. Mais finalement, on devrait arrêter de s'enflammer en fait, quand il y a des associations de grands joueurs, aussi grands soient-ils, parce que l'histoire nous apprend et nous a appris que ça fonctionne très rarement du premier coup. Il faut quand même... Parce qu'en fait, si tu fais venir des mecs comme ça, c'est que tu as dû te saigner quelque part. Et en fait, les role-players, les joueurs de complément, ils sont importants. C'est pour ça que des fois, tu vois des... En fait, le pire spot, c'est quand tu as un bon joueur avec un contrat moyen. Tu vois, regarde, Trevor Ariza. Le mec, il a tout le temps été dans des bonnes équipes. Il a tout le temps été le premier à sauter parce qu'il a tout le temps été packagé avec un autre gars dans un trade, etc. Mais ces joueurs-là, au bout du compte, c'est ceux-là qui te manquent quand tu as tes stars, finalement, quoi. Et c'est très dur d'être performant tout de suite dans ce type de situation. Là, en plus, Phoenix, c'est particulier parce qu'il y a les blessures qui se sont rajoutées à l'ensemble. Bon, après, on n'a pas été particulièrement surpris, je veux dire, qu'il y ait des blessés du côté de Phoenix. C'était aussi le risque quand tu fais venir Kevin Durant, même si c'est pas lui qui a été le plus blessé pour le coup, mais ouais, compliqué pour les fans de Phoenix. Yes. Allez, j'en ai une pour vous. Alors moi, elle est un peu plus long terme. Elle est pas sur cette saison, elle est au-delà de cette saison. Ma question concerne une équipe que j'adore, mais les Nuggets pourront-ils continuer à être des contenders au-delà de cette saison? Tout simplement, je vous explique, je vous donne un petit peu le contexte de ma question. C'est que Denver a su se créer grâce en majorité aux pics qu'ils ont eu. Ils sont forts parce qu'ils ont choisi Jamal Murray, parce qu'ils ont choisi Nikola Jokic, parce qu'ils ont choisi Michael Porter Jr. Derrière, ils ont su les entourer. Mais le truc, c'est que c'est toujours pas une équipe qui va faire venir des free agents ou des joueurs d'impact. Moi, je croyais beaucoup en Michael Porter Jr., je continue d'y croire, mais il n'est pas sur la trajectoire d'une superstar pour l'instant. Il n'a pas fait le grand saut en avant auquel on pouvait penser, ou du moins auquel les Nuggets pouvaient penser quand ils lui ont offert son gros contrat. Jamal Murray arrivera en fin de contrat à la fin 2024-2025, donc il faudra lui proposer une extension. Et derrière, comment tu fais pour continuer à être performant si tu ne peux pas compter sur des hauts choix de pick, des hauts choix de draft, vu que Denver sera toujours trop fort pour aller chercher des hauts choix de draft, et sachant que c'est toujours pas une destination qui fera venir forcément des stars. Mais en conservant, s'ils arrivent à conserver le noyau à peu près, là, tous les joueurs dont on a parlé, il n'y en a aucun qui a 30 ans. Donc c'est-à-dire que si la question c'est juste sur l'année prochaine, moi je pense qu'ils le seront encore l'année prochaine, et tant que Jokic est dans son prime, Jokic il a quoi? Il a 28 ans. Je pense que oui. Après, est-ce que... Bon, là, déjà, on va voir si cette saison, ils sont capables de répéter le niveau d'excellence qu'ils ont eu en play-off, et Jokic aussi. Mais moi, sur le long terme, ou en tout cas à moyen terme, tant que ce noyau-là, Murray 26 ans, Jokic 28, Aaron Gordon 28, à un moment, il va peut-être falloir payer des mecs. Murray va vouloir un contrat plus gros, c'est logique.
Mais tant qu'ils ont cette base-là, même Michael Porter Jr., qui, s'il se satisfait de ce rôle-là, qui n'est pas celui qu'il envisageait peut-être pour lui, mais j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal mûri pour l'écouter pas mal dans son podcast et pour avoir été un grand détracteur de toutes les bêtises qu'il pouvait dire avant. Je trouve qu'il a plutôt mûri et j'ai l'impression qu'il se sent bien dans cette équipe. Donc moi, juste en me basant bêtement sur l'âge des joueurs majeurs et sur même leur personnalité et l'envie qu'ils ont de vouloir jouer ensemble, et le fait qu'ils aient un coach qui veut s'inscrire aussi, qui veut continuer de s'inscrire dans la durée, j'aurais tendance à naïvement dire oui, absolument, au moins encore 3 ans, quoi. Moi, je vais être la Suisse, encore une fois, je vais être à mi-chemin entre vous deux, mais je vais pencher peut-être un peu plus du côté du oui. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas Denver faire le doublé. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Je pense que leur rotation est un peu trop légère, plus légère que l'an dernier, et que je pense que un titre, ça se gagne à la marge. L'an dernier, le Heat a fait un parcours incroyable et a su sortir les 2 meilleures équipes de l'Est, mais le Miami était la meilleure équipe de basket de l'Est, mais je ne pense pas que c'était la plus grosse armada, ni celle qui pouvait poser le plus de problèmes à Denver. Je pense qu'une finale contre Milwaukee ou Boston aurait été gagnée par Denver, mais aurait été plus serrée. Et sur la marge, tu gagnes des titres. Je pense que là, la marge, elle est infime. Elle repose sur un état de santé optimal de Jokic, Murray, Gordon et Porter Jr. en playoff. Ce qui n'est pas une garantie quand tu as une saison longue, ce qui n'est pas une garantie quand tu as fait une saison très longue avant et que tu as été champion, que tu as les retombées émotionnelles du titre, etc. Moi, pour toutes ces raisons, je ne vois pas forcément Denver aller au bout, mais je pense que c'est toujours la meilleure équipe de l'Ouest et que du coup, elle sera forcément en course et que de toute manière, elle sera très bien classée. Je pense qu'en fait, Denver, de toute façon, c'est un peu l'interview qu'avait donné Calvin Booth, le GM pour The Ringer. L'idée, c'est en draftant les jeunes qu'ils ont draftés, c'est d'essayer de devenir un peu les Spurs, quoi. Ils veulent s'inscrire dans le temps et justement, Théo, lui, il répondrait le premier à ta question. Ah bah oui, je pense que Peyton Watson, il n'est pas prêt, même s'il y a des bons matchs, et je pense qu'il n'est pas prêt tout de suite, comme de la même manière que Christian Brown n'est pas complètement prêt et que Julian Strawther ne jouera très peu, à mon avis, voire pas du tout en playoff. Mais je pense que par contre, ces mecs-là, ils vont se développer et c'est des gars qui peuvent aider les Nuggets à s'inscrire dans le temps. Et déjà, après, ils leur donnent des opportunités. Ils leur donnent des opportunités. Il y a des équipes qui ne font pas ce travail-là. Après, ils sont un peu obligés de le faire parce qu'ils n'ont pas pris de remplaçants expérimentés. Mais moi, quand je vois, il y a des matchs où je vois Watson, je suis franchement il joue bien. Optimiste, tu vois, par exemple. Oui, mais c'est de la saison régulière. C'est pas pareil, c'est de la saison régulière, mais je suis d'accord, il a des très bons passages. D'ailleurs, il y a le match il n'y a pas longtemps contre Golden State où ils font un énorme comeback. Alors, je trouve que les Warriors se cassent aussi complètement la figure sur ce match-là, mais les Nuggets font un énorme comeback qui se conclut par le panier de Jokic au buzzer incroyable. C'est Watson qui finit le match et pas Porter Jr. C'est Watson qui est mis par Malone. Il est grand, il est long, il est athlétique, il a un impact. Il y a des bons joueurs, mais je pense que c'est un joueur qui sera forcément plus prêt dans un an. De la même manière que Christian Brown sera forcément encore plus fort dans un an et Strawther, honnêtement, je pense vraiment pas qu'il jouera en playoff ou très peu, mais par contre, dans un an, il jouera peut-être en playoff. Après, tant qu'il y a Jokic, moi, c'est pas tant qu'il y a le noyau dur, c'est tant qu'il y a Jokic. C'est lui pour moi la clé. C'est tant qu'il y a Jokic, bah, tu as le meilleur joueur du monde, théoriquement, tu es en course chaque année, quoi. Maintenant, quand il y aura les prolongations de contrat, que la marge de manœuvre financière, elle sera encore plus petite. C'est là où je suis un peu plus partagé, où je comprends ce que veut dire Théo. Je ne sais pas trop, Aaron Gordon, pendant combien de temps il sera à ce niveau-là. Il y a aussi un truc, c'est que tout con, mais si les Nuggets continuent de gagner, comme c'est le cas si on répond le oui, que les Nuggets continuent de des contenders, à un moment, les équipes adverses, elles sauront jouer de mieux en mieux contre Murray et Jokic. C'est évident. Je ne dis pas que ça veut dire qu'elles auront forcément une réponse, parce que c'est peut-être le duo qui joue le mieux au basket, les deux gars qui jouent le mieux au basket ensemble, mais il y aura forcément un début de réponse en tout cas, et au moins réussir à les gêner de plus en plus, de la même manière que Jokic. Après, voilà, les superstars trouvent toujours un contre au contre, mais il y aura forcément des équipes qui sont mieux armées pour les jouer. Je pense qu'ils ne seront pas capables de faire ce que les Spurs ont fait. C'est leur objectif, voilà, de se maintenir 10 ans comme ça. Les Spurs l'ont fait pendant plus de 10 ans, mais je parle vraiment du trio avec Parker, Ginobili et Duncan. Je pense qu'ils ne le feront pas aussi longtemps avec Murray, Porter Jr. et Jokic, mais je pense que c'est une équipe qui sera candidate. Pendant 5 ans, elle sera régulièrement placée, elle gagnera peut-être une autre bague à un moment, mais elle sera dans le coup, je pense, aussi longtemps que Jokic a envie d'être dans le coup. Ouais, pour Jokic, je suis d'accord avec toi, avec vous. En fait, moi, je suis pas forcément
si inquiet que ça pour Denver, malgré ma question. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je trouve que la marge, elle est très très fine en fait quand tu es dans un petit marché comme ça. Et qu'en fait, on a parlé de Christian Braun, qui a été un peu une surprise parce que même lui, l'an dernier, en playoff, même en finale NBA, il a su se montrer prêt à répondre tout de suite alors que c'était un rookie. Et derrière, je pense que par exemple, c'est une équipe qui peut pas se planter sur ses choix de draft. Ils savent qu'ils vont pas drafter haut, mais ils peuvent pas se permettre de se planter. Et ce qui est un peu galère, parce qu'effectivement leurs stars sont encore sous contrat pour un petit moment, mais pour les joueurs de rotation, c'est là que ça va être compliqué, parce qu'en fait je me dis en fait pour des joueurs de qualité de rotation, je sais pas dans quelle mesure Denver pourra être plus attractif que d'autres marchés, soit parce que c'est des plus gros marchés et qu'il y a du business à faire ou que la vie est plus douce quand tu habites au bord de l'océan que dans les Rocheuses, là, enfin, là c'est un choix de vie, ou que simplement d'autres équipes pourront mettre un peu plus d'argent que Denver pour les faire venir. C'est là le gros de ma question. C'est vrai que l'avantage, c'est que voilà, Jamal Murray, Jokic, en fait, je pense que c'est même surtout ça le cœur de ton équipe, en fait. Que tu sais que si tu as Jamal Murray, Jokic, tu auras une attaque qui sera en potentiel dans le top de la NBA si tu les entoures correctement. Mais voilà, c'est la question que je me posais simplement, voilà, en regardant un petit peu le roster, les contrats et puis les années à venir. Moi, j'adore Denver. Pour le coup, je serais pas si surpris que ça qu'ils fassent le doublé. Ça reste aujourd'hui, si on me demandait de miser sur une équipe, c'est quand même sur eux que je miserais à nouveau. Mais ouais, ça va être intéressant de voir la suite et de voir aussi ce mythe un petit peu sur Jokic quand on n'aurait rien à foutre. J'ai l'impression que maintenant, on en a trop fait aussi autour de ça. Quoi. Ouais. Le gars, c'est un compétiteur. Non, mais il en joue lui aussi. Hein. Pour moi, ça c'est. Il en joue, mais il en joue. Mais ça, on a bien vu, c'est dévoilé, ne serait-ce que dans l'interview avec Michael Porter Jr. Sur le truc. Alors, il y a des extraits où tu as l'impression qu'en fait, il dit qu'il s'en fout, mais quand tu écoutes tout le truc, tu vois qu'en fait, il est hyper touché que ça touche autant de monde et il adore le basket et machin, ça, il n'y a pas de problème. Et même, tu le vois célébrer son panier contre les Warriors. Oui, ses émotions sur le terrain. Il en montre aussi son agacement parfois avec les arbitres, avec les... Il n'y a aucun doute à ce sujet. Après, oui, il en a peut-être un peu joué à un moment, mais je pense que ça reste une personnalité à part qui n'est pas tant que ça dans le calcul non plus. Donc, Bon, à suivre. Shai, tu as une autre question pour nous pour 2024 ? Allez, ouais, pour 2024, est-ce que... Alors, c'est pas une question très réjouissante. Hein. Est-ce que c'est l'année et est-ce qu'on ne devrait pas, dès à présent, préparer la nécrologie des Golden State Warriors ? Voilà. On en a beaucoup parlé, hein, mais c'est juste que là, on en a même reparlé ce matin, c'est juste qu'il y a trop de choses. Je suis relativement optimiste de manière générale, sans aller forcément jusqu'au pronostic qu'avait eu Antoine en les voyant en finale. Je pensais quand même qu'ils étaient dans les contenders, mais il y a trop de trucs qui s'additionnent, tout ce qui est autour de Draymond Green, les méformes des uns et des autres, Wiggins, Klay Thompson, même Steph Curry maintenant, il a des périodes de méformes, ce qui est compliqué à encaisser, plus le fait, bon, ils ont changé de GM, hein, ça joue un peu aussi, mais il y a tout autour de la... J'ai oublié, oui, Chris Paul qui se blesse, les fuites auprès des journalistes sur les mécontentements des uns et des autres. Voilà, je disais ce matin, il n'y a jamais eu ça chez les Warriors à proprement parler. Alors, avec KD sur la fin, mais au final, il est vite parti parce qu'il était free agent, mais voilà, toute l'atmosphère autour, j'ai l'impression que c'est de pire en pire et ça m'attriste beaucoup parce que j'ai pas envie que cette équipe ça se termine comme ça. J'ai pas envie qu'ils aient à tenter à faire un trade qui brise cette notion de groupe qu'ils avaient en tant que dynastie, c'est-à-dire faire partir Klay, faire partir Draymond. Moi, j'ai pas envie de ça, mais j'ai vraiment l'impression, malheureusement, qu'on est en train de se diriger à chaque fois et que plus on avance en se disant non, mais c'est bon, c'est les Warriors, c'est bon, il y a Curry, c'est bon, ils ont tout ça. Je me demande si Bob Myers, il a pas arrêté au bon moment, quoi. Ouais, il a peut-être senti le truc venir. Ouais. C'est vrai que même moi qui ai défendu Golden State depuis le début de la saison et même un peu avant, il y a une vibe étrange. J'ai l'impression que soit le retour de Draymond Green, ça clique de dingue, et là dans ce cas-là, parce qu'il y a du vrai talent dans cet effectif. Hein. Il y a vraiment quelque chose. À part de la taille, à part un peu de taille, il y a vraiment de tout. Il y a du playmaking, il y a de l'adresse, il y a des qualités athlétiques, il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience, il y a de la défense. Il manque un peu de taille, mais vraiment l'effectif me semble bien complet et très profond. Tu as facilement 11-12 joueurs qui peuvent jouer dans n'importe quelle équipe.
Donc, soit ça clique vraiment, au moins il revient et ils sont sur une vraie spirale positive. Et là, même sans viser le titre, au moins ils sauvent les meubles. Soit si ça prend pas, il y a moyen que ça explose. C'est le dernier levier, là, je pense. Ouais, je pense. Parce Je que pense Kerr, il veut pas il jette l'éponge. Je pense que Kerr, il jette l'éponge à la fin. Bah oui, parce que ça fait aussi partie, je ne l'ai pas évoqué, mais il a l'air d'être un peu sans solution. En tout cas, il ne veut pas sortir de la recette qui l'a fait marcher, qui a fait d'eux une dynastie, le côté small ball, la confiance dans les cas, tout ça. Il a l'air aussi un peu sans solution, un peu agacé, un peu à court de ressources, tout bêtement. Et ça ne veut pas du tout dire que c'est pas pour remettre en question ses compétences. Hein, et vu le palmarès du gars, bon, voilà. Mais même ça, tu vois. Donc je pense que ouais, tu as raison. Je pense que Draymond, c'est un peu son retour un peu transformé, théoriquement. C'est le dernier levier quasiment avant que. Et après, je dis ça sans savoir ce que veut dire la nécrologie. Ça voudrait dire qu'il y aurait un des cadres qui est tradé ou juste que. Je sais même pas. C'est juste que j'ai l'impression que là, ça mettra un terme à leur fameuse dynastie qu'on espérait pouvoir voir se poursuivre dans le temps. Il y a l'histoire des deux timelines avec les jeunes et machin. Bon, ça, c'est terminé, on a compris. Mais même juste la compétence, la compétitivité avec Curry, avec Clay, même ça, j'en suis plus sûr. Là. J'ai du mal à croire que le retour de Draymond pourrait repropulser cette équipe pour cette saison. Comme vous l'avez dit tous les deux, là, je pense que cette année, il y avait trop de choses. Hein. Enfin, il y a eu trop de choses. Si en gardant le même groupe, là, je vois plus vraiment de scénario dans lequel ils pourraient aller très loin, honnêtement. Je dis pas qu'ils peuvent pas finir la saison régulière correctement ou passer un tour, mais je les vois pas aller au-delà, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont montré trop de failles. Finalement, trop de fois où tu dis, même dans des matchs qui peuvent te sembler sans importance, il y a des matchs, tu dis, mais normalement, ça, ils le prennent, en fait. Même avec les galères, même avec tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a un peu une question de legacy maintenant aussi qui se pose du côté des Warriors, en fait. Comment est-ce qu'ils veulent finir ce parcours-là, avec ces joueurs-là on ne sait toujours pas vraiment ce qu'il en est aussi de Draymond, en fait, et de sa relation avec le club. Est-ce que le club l'estime J'allais dire à sa juste valeur. Je pense que oui, je pense qu'il estime à sa juste valeur. Mais est-ce qu'il n'a pas finalement, c'est plutôt ça la question, est-ce qu'il n'a pas finalement causé trop de problèmes au bout du compte pour que le club se sente redevable au point de se dire, bon bah non, on va finir avec ces trois-là quoi qu'il arrive, parce que ils ont écrit l'histoire la plus importante de l'histoire de ce club, en fait. Qui est une franchise qui est là depuis 50 ans, c'est pas rien du tout. Moi, je serais... Ouais. Pour cette saison, en tout cas, j'ai peu d'espoir de voir les Warriors cartonner. Par contre, Stephen Curry, malgré sa mauvaise passe du moment, je pense que tu peux toujours construire une équipe compétitive autour de Stephen Curry, vu son état pas simplement son niveau de jeu, mais son niveau d'implication, en fait. C'est pas si courant, finalement, après des carrières aussi longues, quand tu as tout connu, de voir des stars qui continuent de manifestement être aussi investi, tu vois, quand tu le vois dégoûté à la fin d'un match, en fait, je trouve qu'il se désolidarise pas des mauvais résultats de son équipe, en fait. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand t'as été une superstar, tu peux dire ouais, mais moi je suis fort, ramenez-moi d'autres joueurs autour de moi, faites-moi gagner. Moi, j'ai le sentiment que ça reste un leader, un capitaine d'équipe, et donc son niveau d'implication me fait penser que tu peux continuer à construire une équipe compétitive autour de lui, une équipe qui peut être championne, ça je sais pas, hein, ça dépend. Enfin, la question elle est complexe, mais je pense qu'effectivement tu parlais de noces funèbres pour ces Warriors. Je pense qu'en tout cas les Warriors qu'on a connus, j'ai malheureusement envie de croire que c'est fini pour ces Warriors-là. Est-ce que, par contre, tu peux recréer des Warriors avec certains des membres fondateurs pour le coup, tu vois, je serais vraiment hyper étonné que les Warriors et Klay Thompson tombent pas d'accord sur un accord pour qu'il reste au club. Je serais hyper surpris de le voir sous un autre maillot. Vraiment, c'est ce qui m'étonnerait le plus, quoi. Pour Draymond, par contre, là, la question, maintenant, avec ce qui s'est passé l'an dernier avec Poole et cette année, là, la question de la loyauté, je trouve, elle se pose plus vraiment, quoi. Moi, je pense que tout va dépendre d'un paramètre qu'on ne connaît pas encore, c'est-à-dire qu'est-ce que veut faire Mike Dunleavy, parce qu'il passe après Bob Myers. Est-ce qu'il veut vraiment absolument rester dans la... Parce que là, si Bob Myers avait été là, je pense qu'il y avait zéro question sur le... Je pense qu'il n'aurait jamais même songé à trader Draymond ou Klay Thompson, à mon avis. Là, est-ce que Mike Dunleavy s'inscrit vraiment dans la continuité ou est-ce qu'il ne va pas se dire, bon, attends, j'arrive et c'est le bordel, est-ce que je ne vais pas tenter un truc pour pas que mon passage il soit... C'est ça le truc. Après, est-ce que individuellement, je pense que Curry, jamais il ira demander il me faut une star, donc n'hésite pas à trader Draymond ou Klay. Je pense que ça n'arrivera jamais. Tu as raison, il est impliqué, mais dans le sens
préservation de la dynastie, je pense que là, il est au max. Il s'en fout. Je pense qu'il faudra à tout prix garder les mecs, malgré ce qu'a fait Draymond. Hein. Mais je pense que ça dépend beaucoup du GM, là, en l'occurrence, de Dunleavy. Et tu penses qu'il pourrait aller... Vas-y, Antoine. Non, vas-y. Non, vas-y, Théo, t'inquiète. J'allais dire, oui, j'ai l'impression que tout repose sur Curry, en fait. Parce que pour le coup, lui, on sait où il va finir sa carrière. Je veux dire, il faudra un tremblement de terre pour qu'il finisse pas sa carrière sous le maillot des Warriors. Donc la question, c'est est-ce que les Warriors seraient prêts à aller contre son avis, en fait? S'il dit, moi, je veux finir avec mes gars, est-ce que Dunleavy dirait, ouais, mais toi, c'est ça que tu veux, mais nous, ce qui est le mieux pour la franchise, c'est que Draymond y dégage. Est-ce que le club serait prêt à aller... Alors, je dis pas que ça serait forcément un clash, parce que parfois dans ce type de situation, parfois c'est le club qui a raison, en fait. C'est pas toujours les joueurs qui ont raison dans ce type de situation. Mais est-ce qu'ils seraient prêts à monter au clash avec Curry là-dessus? C'est là-dessus que je m'interroge. Moi, je pense que, pour répondre à ta question, je pense que Curry, effectivement, s'il y a une vraie discussion avec Dunleavy, que Dunleavy lui montre que non, c'est mieux sans Draymond, je pense que Curry, en fait, il n'y aura pas de clash. Il y aura peut-être moi, je voulais qu'on finisse ensemble, mais tu m'as montré que ça. Parce que finalement, est-ce que il n'est pas venu le temps pour les Warriors de changer de style, de jouer... Alors, il y a déjà eu un changement de style, il y a beaucoup plus de pick and roll qu'à une époque, mais voilà, changer de coach, pas en cours de saison, mais à la fin de la saison, faire un paquet de trades. Tu parlais de Siakam, est-ce que tu peux pas reconstruire une équipe qui, avec Stephen Curry en premier ball handler, Pascal Siakam en homme à tout faire, Klay Thompson qui est ton wing mais à un salaire beaucoup plus abordable, où on oublie toute cette pression autour de c'est une star. Non, c'est plus une star. Il prend le salaire d'un role player un peu au-dessus parce que quand même respect, c'est une légende, tout ça, et il va mettre des 3 points dans le corner et des 3 points à 45 pendant que Curry joue des pick and roll, et du coup tu changes Kuminga, Andrew Wiggins, Chris Paul, son contrat expirant, que tu transfères même là en cours de pré-saison, notamment pour Siakam, par exemple, avec des pics, Kuminga. Est-ce que tu balances pas des jeunes pour aller chercher un mec qui peut jouer des pick and roll avec Curry et changer complètement le style de jeu? Et là, dans ce cas-là, tu aurais peut-être une équipe qui serait compétitive, au moins pour bien finir, on va dire, peut-être pas aller gagner un titre, mais bien finir la carrière de Stephen Curry aux Warriors, quoi. Ouais, je pense que... Transfert de Draymond Green aussi, pardon, du coup. Ouais, parce que Draymond Green, je disais tout à l'heure, moi, je vois pas son retour transformer ces Warriors. Par contre, je suis pas forcément pour qu'il soit tradé obligatoirement, en fait. Je pense que voilà, ça me gênerait pas qu'il reste et qu'on reconstruise, comme tu disais, Antoine, en changeant à la périphérie. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que si tu commences c'est l'effet domino, quoi. Si tu commences à toucher un truc, tu peux pas juste te dire on va continuer à jouer comme on jouait avant. Il faut que tu repenses les choses de fond en comble, et ça prend du temps, par contre. Effectivement, tu peux pas espérer faire ça et gagner au cours d'une même saison. C'est pas sûr que tu puisses le faire effectivement avec le même coaching staff, comme vous en avez parlé tous les deux. C'est pas non plus que je veuille à coup sûr que Steve Kerr parte, mais au bout du compte, ça fait longtemps qu'il est là. Tu coaches en saison régulière, maintenant il coach Team USA sur les compétitions internationales. Tout ça, il y a un moment, t'es cramé, quoi. Ouais. On n'a pas été très optimiste. Hein. Non, c'est clair. C'est clair. Allez, Antoine, t'enchaînes avec une autre question, du coup? Allez, je reviens sur les playoffs. C'est ma dernière question sur les playoffs. Après, j'en ai une autre qui est beaucoup plus long terme. C'est une question un peu bizarre. Qu'est-ce qui va empêcher, je n'ai pas dit qu'est-ce qui peut, j'ai dit qu'est-ce qui va empêcher les Celtics d'être champions? J'ai l'impression que c'est la meilleure équipe de la ligue. J'ai l'impression que c'est l'équipe qui doit gagner le titre. Et pourtant, j'ai aussi l'impression que ce n'est pas celle qui va gagner le titre. Et je me demande, donc en gros, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être, du coup là je reviens sur pourrait quand même, parce que vous n'êtes pas forcément du même avis, qu'est-ce qui pourrait être le plus gros point noir des Celtics dans leur campagne en play-off? Moi j'ai une proposition, c'est que c'est leur plus gros point fort en saison régulière. C'est le nombre de tirs à 3 points qui sont mis par match. Et historiquement, les équipes qui ont bâti leur succès sur ça en saison régulière, on sait qu'en play-off, ça baisse, en fait. Ça baisse systématiquement. Après, les Celtics sont un peu anormaux dans ce sens-là, parce que leur 5 majeur, il est juste dingue. Donc, les équipes précédentes qui étaient basées sur ce type de succès, je pense notamment à des équipes d'Atlanta, je pense au Jazz de Quinn Snyder, c'était pas ce calibre de joueur. Mais malgré tout, c'est ce qui me ferait un petit peu peur. On en parlait, je ne sais plus, avec Antoine ce matin, là, avant le CQFR. Là, je disais que j'avais vu le début de Pacers Celtics
et que le début du match, c'était dégueulasse à regarder. C'était ce que je disais à Antoine, c'est tout ce que les gens qui te disent moi je regarde pas la NBA parce que je trouve ça c'est que du 1 contre 1. L'Euroleague, au moins il y a du travail collectif. Tu sais, quand tu leur dis ouais, il faut choisir ses équipes, si on regarde telle équipe, ça joue vraiment bien, etc. Là, c'était tout ce qu'ils détestent, quoi. C'est-à-dire que les Celtics shootaient à 3 points en première intention, ou alors tu avais Jalen Brown qui jouait des 1 contre 1 ou des 1 contre 5. L'autre côté, les Pacers qui allaient à 2000 à l'heure mais qui mettaient pas de panier. Genre sur les 5 premières minutes, c'est insupportable. Et je dis ça pour dire que ce qui me ferait peur pour les Celtics, dans ton scénario, Antoine, si on dit bon bah qu'est-ce qui va les empêcher d'aller au-delà, c'est de s'enferrer uniquement là-dessus, alors qu'ils ont d'autres armes. Maintenant, je pense qu'ils ont d'autres armes, et je pense que si tu es fan des Celtics, il y a quand même de quoi être confiant, enfin du moins avoir l'espoir d'aller loin avec cette équipe, mais c'est ce qui me ferait le plus peur. Moi, il y a 2 trucs. Je considère que Boston est coude à coude avec Denver si on doit faire des codes de favoris. Genre Boston, même si effectivement parfois, comme quasiment toutes les équipes, ils ont des séquences où ça part un peu en cacahuète, comme tu parlais de ce match-là, Théo. Oui, ils ont aussi parfois ces défauts-là, mais globalement, leur meilleur visage, qu'on a quand même vu souvent, le fait qu'ils soient invincibles à domicile, tout ça, ils sont bons. Voilà, c'est quand même une équipe les plus fiables. Ce qui me fait peur, il y a 2 trucs. Une blessure de Kristaps Porzingis. Je pense que c'est le facteur X. Ce qu'il apporte cette année, c'est... Et moi, j'étais plutôt un sceptique de Porzingis, notamment physiquement, hein, mais je trouve qu'il est parfait. Il est vraiment... Depuis qu'il est là, il est parfait. Et ce qu'il apporte, cette donnée qu'il n'y avait pas avant, elle est fondamentale. Et s'ils ont ça en playoff, s'ils peuvent compter dessus sur tous les playoffs, je pense qu'ils peuvent pas être... Ils ne seront pas arrêtés, en tout cas pas à l'Est. Et après, alors c'est plus pour me faire comment dire, pour retranscrire la parole des fans des Celtics qu'on aime bien, qui sont tellement pessimistes et défaitistes que voilà, il y en a encore beaucoup qui sont très sceptiques sur Joe Mazzulla, en fait. L'année dernière, il a pris très cher, hein, il était critiqué. En playoff, on sait qu'il a failli pas survivre à cette campagne de playoff-là, où même les joueurs étaient... Là, cette année, moi, je le trouve bien, mais je sais qu'il y a encore des gens qui ont des doutes dans la fanbase des Celtics, aux États-Unis notamment, sur sa capacité à ne pas faire d'erreurs flagrantes en playoff et dans les matchs chauds. Et donc, voilà, c'est deux paramètres qui sont a priori très gérables, d'autant que Mazzulla est quand même bien entouré cette année. Ils ont renforcé le coaching staff et que Porzingis a l'air de tenir la route physiquement. Donc, c'est vraiment... J'ai cherché la petite bête parce que pour moi, à l'Est, c'est évidemment les favoris. Et après, pour le titre, ça se joue avec Boston pour moi au niveau des favoris. Avec Denver Avec Denver. Ouais, avec Denver. Moi, j'en ai plusieurs. Moi aussi, j'ai des petites doutes sur Mazzulla. Je me demande, je le trouve très intéressant quand il parle. J'ai adoré son passage chez Gigi Redick. Je pense que c'est un mec très intelligent qui a beaucoup d'idées. C'est un coach qui peut devenir vraiment un coach intéressant en NBA. Mais je ne sais pas comment dire. C'est injuste, je vais comparer à Spoelstra. Je n'ai pas confiance en Mazzulla en temps de crise. J'ai l'impression qu'en temps de crise, il va s'effacer. J'ai l'impression que c'est... Il y a des mecs, tu vois, dans leur vie, tout va bien quand tout va bien. Tu vois, si tout va bien, là, c'est vraiment... Il va y avoir plein de qualités. Et la gestion de la crise chez l'être humain te donne une autre idée de ta personnalité. Et quand ils sont menés 3-0 contre le Heat, j'ai pas l'impression que c'est Mazzulla qui les ramène. J'ai l'impression qu'au contraire, c'est parce qu'il est tellement effacé qu'il devient même plus un facteur, en fait. Qui du coup, il est plus là et que c'est les joueurs eux-mêmes qui se relancent. Ah, mais c'est eux, hein. Tu te rappelles l'article qui était sorti, où Horford, il racontait tout. Ils ont organisé un truc de golf, ils ont balayé les suggestions qu'il avait faites sur l'attaque. Et c'est eux qui ont pris le truc en main. C'est pour ça qu'on était presque surpris quand il est resté. Parce qu'on n'avait pas. Mais bon, visiblement, Brad Stevens a quand même confiance en lui. Et là, il coach bien. Mais je suis assez d'accord sur le côté. Tu le mets dans une série face à Spoelstra, même dans une saison où le hit n'est pas foufou. Tu as l'impression que l'autre, il va psychologiquement et tactiquement, il va le ruiner, quoi. Après c'est bon courage à n'importe quel autre coach aussi. Hein. Bien sûr, évidemment. Ouais, mais la comparaison avec Spoelstra, je l'ai faite surtout pour le côté, tu vois, en temps de crise, Spoelstra, il ne va pas s'éteindre, en fait. Tu vois, là, par exemple, s'il y avait Miami-Boston, je pense quand même que Boston, en fait, il aurait suffisamment de talent, par exemple, pour ne pas se retrouver en temps de crise et pour ne pas avoir à douter. Mais il y a un moment en play-off où tu doutes. Même l'an dernier, les Nuggets qui dominent de la tête et des épaules les playoffs, il y a un moment, ils se retrouvent à 2-2 contre les Suns avec un Devin Booker qui est indéfendable. Et il y a un moment où tu doutes. C'est obligé. Tu as de l'adversité en playoff, c'est obligatoire.
Et Boston, même en dominant, va se retrouver dans l'adversité. Et ce que j'ai dit sur Mazzulla, bah, je le pense en fait pour plein de monde à Boston. J'ai l'impression que Jason Tatum, je me dis pas que c'est lui qui est en temps de crise. Tu vois, il va assumer son rôle. Il va prendre ses responsabilités. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'arrive pas à voir chez Tatum, malgré tout son talent, ce que je peux voir chez LeBron, chez Curry. Je l'ai dit plusieurs fois, je pointe pas exactement le doigt dessus. J'ai l'impression que c'est pas vraiment une question de jeu, c'est plus une question de personnalité, mais je sais pas trop quel trait de caractère exactement. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que quand il y a de l'adversité, j'ai pas maxi confiance en Tatum. J'ai confiance en lui pour mettre un tir clutch. C'est vraiment pas ça. C'est pas sur ça. C'est pas est-ce qu'il va être clutch, est-ce que dans un 4e quart-temps il va s'effacer. Non, limite à la limite c'est presque l'inverse. J'aurais peur qu'il prenne trop de tirs, tu vois, dans un 4e quart-temps. Mais voilà, il y a un truc. Je vois pas Porzingis comme un leader. Alors Ford, j'ai l'impression que ça sera un leader de vestiaire, mais je pense qu'il faut quand même un mec qui a un plus gros rôle pour un moment sur le terrain vraiment porté. Et Jrue Holiday, je pense que c'est un leader, mais j'arrive pas à savoir à quel point c'est vraiment dans sa personnalité complètement, tu vois. Et Jalen Brown, pareil. Et du coup, je sais pas, il y a un truc, il y a tout ça autour des Celtics. Il y a évidemment le fait que ça tire 3 à 3 points. Je me demande, est-ce que cette équipe-là, elle déjoue pas certaines de ses qualités. Tu vois, c'est qui le mec là, en qui j'ai le plus confiance si c'est chaud à Boston? Sam Hauser. Derrick White. Derrick White. Bah oui. Je crois que c'est le mec en qui j'ai le plus confiance si vraiment c'est chaud, quoi. Si vraiment il y a un moment ils se sont menés 17 points sur un match d'élimination, qui va les ramener? Mais je me dis que c'est Derrick White qui en fait peut les secouer tous, quoi. Sinon je sais pas trop. Il y a des trucs comme ça, et évidemment après le facteur santé. Et voilà, je pense que Boston est pour moi le grand favori au titre. Et si tout va bien, cette équipe, elle gagne, elle bat tout le monde. Mais j'ai l'impression que le moment où il y aura de l'adversité, on risque de voir beaucoup de 3 points, pas de solution, un coach qui s'efface et tu as des gros plans sur lui et il est livide et il bouge. Il n'a plus une expression faciale. Tatum qui prend 14 tirs de suite à 2 points contestés. Voilà, Porzingis, les mecs qui prennent 7-3 points de suite, Holiday qui fait 0 sur 6. Tu vois, j'ai peur d'un moment comme ça en playoff pour Boston, en fait. C'est vrai elle est étonnante, cette équipe, parce qu'elle est forte et en même temps, parfois, tu as l'impression de voir quand même une agglomération d'individualité, quoi. Jalen Brown, on a déjà parlé plein de fois. Moi, j'aime beaucoup ce joueur-là, mais des fois, j'ai l'impression qu'il est un peu comme Klay Thompson. Hein. Tu sais, si tu le fais rentrer sur le terrain et tu mets 4 mecs qui sont sortis du public autour de lui, il se rend même pas compte. il est tellement dans sa bulle. Et tu vois, ce qui fait qu'en fait, des fois, je le trouve. J'aime bien son côté percutant, mais il y a pas toujours. Ça n'a pas toujours un effet ça entraîne pas toujours l'équipe avec lui, en fait. Ouais. Et je trouve qu'il y a plusieurs joueurs, effectivement, là je te rejoins là-dessus, Antoine, qui sont comme ça. Et au bout du compte, c'est aussi un groupe récent, parce que là, leur 5, super, il n'a pas d'expérience en playoff. Et c'est intéressant ce que tu notes là en cas de doute, parce que moi j'adore Jrue Holiday. Voilà, depuis des années, quand on parle des All-Stars, là, je me dis il devrait être au All-Star Game, etc. Heureusement, il y a été parfois. Mais tu vois, c'est aussi un joueur qui est capable de craquer, en fait, de perdre sa lucidité dans des moments importants. Et des fois, ça paye, comme ce alley-oop complètement dingue qui balance à Giannis en finale NBA. Mais en même temps, tu dis, mais pourquoi tu lui lances la balle, quoi? Alors ça marche parce que c'est un dunk et du coup, il marque et que les Suns ne peuvent pas revenir. Mais ça aurait pu être la même action. À 1 centimètre près, c'est une passe catastrophique. Derrière les Suns marquent et tu perds un match de finale NBA. Et donc, c'est compliqué. J'ai l'impression quand même que Tatum a vraiment gagné en maturité cette année, notamment en termes de... On sait qu'il est capable de tout bien faire sur un terrain, mais j'ai l'impression que c'est plus en maîtrise encore que par le passé. Donc finalement, de tous les joueurs que tu as énumérés, Antoine, cette année, ce qui n'aurait pas forcément été le cas par le passé, tu vois, je pense quand même que lui, il est au-dessus de ce qu'il a pu faire par le passé, quoi. Mais c'est hyper pertinent ta question. Ça serait la clé, parce que bon, de toute façon, c'est censé être la locomotive, quoi. Ouais. Ouais, non, bah oui, bien sûr, c'est clair. Allez, on sent que ça va pas réjouir. C'est vrai qu'ils sont souvent pessimistes, les fans de Boston, comme c'est génial, j'adore. Mais après, tu vois, pour ceux qui écoutent Bill Simmons, il y a toujours ce côté-là. Alors, il est à fond derrière son équipe, c'est un die-hard fan, donc dès que ça va bien, c'est cool. Mais dès qu'il y a le moindre petit truc, bon, je connais ça en foot avec Marseille, hein, tu vois. Ça va très haut dans l'enthousiasme et très très bas dans l'autoflagellation. Et les fans des Celtics, j'adore. Vous les voyez sur Twitter, les fans, même les journalistes qui suivent. Qui les suivent tout de suite, une catastrophe incoming, quoi. Tu sens que c'est assez marrant.
Allez, j'enchaîne avec ma question, une question Jeux Olympiques. Forcément, on va en parler. Toute bête, l'équipe de France, alors je vais peut-être rajouter un mot. L'équipe de France peut-elle vraiment aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques? C'est une question, je suis pas sûr d'avoir la réponse en fait. Je suis pas sûr du tout d'avoir la réponse à cette question, mais je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Moi, j'avais une question qui était quasiment. Sauf que je l'avais reliée à la présence de Wembanyama, quoi. C'est tout. J'avais juste ajouté est-ce que sa présence fait que on va oublier tout ce qui n'est pas allé, tout ce qui est allé de travers sur la dernière compétition, voire les dernières compétitions. Et est-ce que c'est un peu le Messi et qui va cacher les problèmes et faire que les Bleus aillent chercher la médaille, parce que a priori il sera là. Sans lui, j'aurais des doutes vu ce qui s'est passé au mondial, mais là, on a envie un peu de reprendre espoir. Donc si je réponds à ta question, ils peuvent évidemment. Après, c'était quoi le mot que tu voulais rajouter? C'était médaille d'or, médaille d'argent? Non, le mot que j'ai rajouté, c'est vraiment. Ah, ma question, c'était peut-être aller chercher une médaille au jeu. Et le mot que j'ai rajouté, c'est vraiment. Et après, dans ma ligne de questionnement, par rapport à ce qu'on a vu à la dernière Coupe du Monde, c'est notamment quand même sur les postes arrière, en fait. Moi, dans ma question, je partais du principe qu'il y aurait Wembanyama, mais c'est plutôt à la création et sur les postes arrière qui peut soit step up ou qui peut rejoindre l'équipe pour assurer plus de fond de jeu, au-delà de, bien sûr, on espère quand même d'un fond de jeu justement mis en place par le coaching staff en attaque, hein, quelque chose qui soit un peu plus réjouissant que ce qu'on a vu à la Coupe du Monde. Mais c'est toutes ces questions-là que je me pose et j'ai vraiment je suis pas sûr d'avoir la réponse, quoi. Un mec de Monaco, un Américain, Mike James, naturalisé en express. Mais moi, je pense que la France, elle peut. Bien sûr, quand même. Elle peut. Mais le scénario le plus crédible, c'est quand même une sortie en quart de finale. Et je pense qu'on ne va pas se mentir, il faut être aussi réaliste. Je sais qu'on aura envie d'être très optimiste sur l'équipe de France et on regardera le talent sur l'effectif et on se dira, il y a du talent. Alors, individuellement, il y a plein de talent, il y a de l'expérience, etc. On a Wembanyama, on a Rudy Gobert, etc. Mais si on est réaliste sur le niveau de jeu, et pourtant on sort d'un Euro où effectivement on avait fait finale avant de se planter à la Coupe du Monde, je pense qu'un quart de finale est peut-être le scénario le plus probable. Après, je pense qu'elle peut parce qu'il y a toujours en fait ces histoires de... En fait, ça dépend des match-ups des fois. C'est tout bête, hein, mais il y a un peu sur une compétition aussi courte qui est avec des matchs à élimination directe, ça dépend vachement de qui t'affronte, quoi. C'est pas toujours les deux meilleures équipes qui vont en finale. Donc, à l'Euro, l'Allemagne, la meilleure équipe, n'est même pas allée en finale. Je pense que c'était la meilleure équipe. Et la preuve, ils ont gagné la Coupe du Monde derrière. Donc, la France peut se retrouver. Il y a un scénario où la France va en demi, perd ou gagne en demi. Bon, si elle gagne, forcément, elle s'assure une médaille, mais même perd en demi et derrière cherche une médaille de bronze et on pourra se dire waouh, Cocorico, vous avez vu, on a bien remonté, on était médaille de bronze, mais ça ne voudra pas dire qu'on a réglé tous les problèmes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette compétition, il y aura un changement de génération et là, il y aura derrière, on a des talents redoutables qui peuvent, eux, peut-être former une génération assez incroyable. Je pense à Wembanyama, Koulibaly, tous les futurs Rizaché, Sarr, Salin, etc. Il y a de quoi faire quelque chose de très solide, quoi. Mais ils peuvent évidemment, juste pour prendre le côté un tout petit peu prudent, même si moi je pense vraiment qu'ils peuvent aller jusqu'à peut-être la médaille d'argent. Il faut penser aux adversaires parce que tu as raison, donc on peut affronter n'importe qui, mais les adversaires là pour les JO, ils vont tous être là. C'est-à-dire, je parle même pas de Team USA parce que vous verrez après que j'ai une question un peu corollaire liée à Team USA. Mais tous les autres, logiquement, les stars vont être là. C'est-à-dire que la Serbie, il y aura Jokic, la Grèce, il y aura Yanis. Les Canadiens, on a vu les Canadiens déjà au Mondial, comment c'était chaud. Il n'y avait pas Murray. Il n'y avait pas Jamal Murray, donc ils vont venir bien motivés. Les Allemands sont champions du monde. Ils ont une équipe bien solide. Tu ne peux jamais effacer l'Espagne. Luka avec la Slovénie, s'ils y vont. Enfin, il y a tellement de trucs. Là, l'opposition, le plateau, il est d'une violence inouïe. Donc, c'est difficile d'être ultra optimiste avec ce qu'on a vu, mais est-ce qu'ils peuvent? Évidemment, par contre. Parce qu'il y a ces joueurs-là qui ont déjà été en finale de JO, il y en a qui sont dans ce groupe. Wembanyama, quand même, bon, c'est un facteur. Là, il n'aura pas les joueurs des Spurs autour, normalement. Ce sera expérimenté, donc bon. Et on a vu que même sur des campagnes de qualif, il était déjà dominant contre une adversité certes moindre, mais donc oui, évidemment, moi,
Alors, je vais pas être aussi optimiste qu'avant le mondial parce que j'ai l'impression d'avoir porté l'œil et qu'ils ont été cata à cause de ça. Mais est-ce qu'ils peuvent? Oui. Est-ce qu'ils vont le faire? On est obligé d'être ultra prudent maintenant de par le niveau des autres et de par tous les questionnements et les lacunes qui ont été identifiées dans l'équipe ces derniers temps. Ouais, bah, trop compliqué pour moi. Parce qu'en fait, moi, c'est la question que je me suis posée, parce que comme toi, Shai, en fait, je commençais à regarder les adversaires potentiels. Et la question, en fait, ça va être, la question que j'aurais dû poser, c'est est-ce que, comment dire, on aura un tirage au sort est-ce que le tirage au sort, est-ce qu'on saura faire le tirage au sort aussi bien que d'autres nations savent le faire quand les compétitions se passent chez elles? C'est plutôt ça la vraie question. Comme au foot France 98, Platini, il avait dit qu'ils avaient bidonné le tirage et que pour faire France-Brésil, et quand c'était mis l'Arabie Saoudite et tout ça, il faut faire pareil. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des équipes vraiment ultra faibles? Parmi les qualifiés, oui, sur certains continents, il y en a qui seront abordables, mais je veux dire, on a perdu contre la Lettonie qui était très vaillante, mais on n'aurait pas misé un copec sur eux avant la compète, donc sans Porzingis en plus. Donc, et même imagine si j'ai pas en tête les qualifiés et tout, il y a des TQO de toute façon, on est d'accord. Ouais. Donc, bon, et ben même les Lettons qui nous ont claqué et qui sont allés loin, et ils auront Porzingis, tu vois. Donc il y a tout le monde qui peut être sous son meilleur visage, donc c'est ça qui est compliqué. Il n'y a aucun tirage, je pense, où on va arriver, c'est bon, tout va bien, il n'y a pas de problème, on va aller loin. Non, c'est clair, mais c'est comme disait Antoine, c'est le quart de finale, c'est le match le plus important quasiment. Parce qu'après, t'es dans les 4 derniers, bien sûr, tu vas aller chercher une médaille, bien sûr, tu veux être champion olympique. Tu es déjà dans le dernier carré, mais effectivement, le quart de finale, c'est le match con, quoi. C'est celui, voilà. Celui qu'il faut gagner à tout prix. C'est à toi, Shai, je crois. Tu disais que tu avais une question qui rejoignait celle-ci sur les JO. Ça rejoint un peu parce que je disais que pour moi, l'objectif maximal, ça pouvait être la médaille d'argent. Du coup, c'est un peu intéressé par rapport à ma question. Ma question, c'était est-ce que Team USA va bien envoyer une forme de Dream Team aux Jeux Olympiques? Et si oui, est-ce que ce sera vraiment une équipe imbattable? C'est ça ma question. Alors, j'ai envie de dire oui. Je pense que oui. Je pense qu'ils vont envoyer une très très grosse équipe. Mais je pense pas que ça soit forcément. Je pense pas que ça veut dire qu'ils seront imbattables. Et parce qu'effectivement, sur une compétition courte comme les Jeux Olympiques, il suffit d'un match où ça tombe pas dedans, où il se passe un X chose, et ça suffit pour que tu puisses pas aller au bout. Donc je pense que oui, je pense qu'ils auront une équipe énorme. Mais je pense. En fait, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait encore des équipes imbattables. Plus ça que j'aurais dû dire. Pour ce type de compétition, en tout cas. Pardon, vas-y, Shai. Non, je dis ça parce que ma question, c'est parce que en discutant, que ce soit entre nous ou en dehors, j'ai l'impression d'être un peu un des derniers qui considèrent que s'ils envoient vraiment l'équipe supposée, et on en a déjà parlé entre nous, c'est-à-dire LeBron, bon, même s'il a 39 ans, on voit qu'il sait encore jouer correctement au basket, et surtout s'il a un temps de jeu limité dans une équipe olympique. LeBron, Curry, Kevin Durant, Devin Booker, Jason Tatum, Joel Embiid qui a été naturalisé. Moi, j'ai encore l'impression, et c'est la dernière fois où ce sera le cas, je pense, avant longtemps, qu'ils seront encore là, s'ils se présentent sous cette version-là, ils sont imbattables. Je pense qu'ils peuvent pas, même si en face ça joue bien, qu'il y a eu d'énormes progrès, que des équipes les regardent dans les yeux, qu'il y a des joueurs NBA partout, j'ai l'impression qu'ils sont encore imbattables, et j'ai un peu l'impression d'être un des seuls à le considérer, parce que tous les gens avec qui je discute disent non, c'est fini, ils sont un peu vieux, en face ça a progressé, il n'y a plus d'équipe imbattable, comme ce que tu viens de dire Théo, et qui me semble tout à fait rationnel, mais je sais pas, j'ai encore cette impression que là, s'ils se présentent sous cette version-là, et je ne vais même pas citer tout le monde, c'est-à-dire qu'il peut encore y avoir, il y a Kawhi Leonard qui a dit mais c'est vrai que j'ai jamais joué de JO, j'aimerais bien des trucs, l'équipe peut être invraisemblable sur le papier, juste sur le papier, pas collectivement, pas en termes de, je dis pas que ce sera aussi beau et clinquant que la Dream Team originelle, mais moi j'ai encore cette impression-là et je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Moi, je vais dire exactement la même chose que j'ai dit il y a quelques mois. Alors à l'époque, ça semblait moins Dream Team, là maintenant, pardon. Vu que les joueurs ont progressé, ça va sembler Dream Team. Mais moi, déjà, je me souviens, je t'avais dit, moi, je suis sûr qu'il y aura au moins 3 ou 4 gars qui ont été pris à la Coupe du Monde qui joueront au JO. Je vais te les citer. Je pense qu'il y aura Banchero, sauf que maintenant, il passe beaucoup plus star et ça fait plus non-star dans une Dream Team qu'à l'époque où je l'ai dit. Tyrese Haliburton, je pense qu'il y sera. Ouais. Anthony Edwards, je pense qu'il y sera. Je pense que Jaren Jackson Jr., il sera peut-être pour une question de place et de poste. Et donc, si tu as ces 4-là, ça fait 4 mecs qui ne sont pas déjà dans le côté ultra superstar. Mais bon, Edwards est presque considéré comme une superstar et Haliburton aussi. Et Banchero aussi sera All-Star. Je pense que ces 4-là, ils seront prêts à la Coupe du Monde. Et que du coup, déjà, ça enlève déjà un peu de non ronflant. Je pense que parmi tous les grands noms, il y a tous ceux
sur qui il y aura une petite blessure en play-off. Tous ceux qui seront là, bah non, au final, moi, cet été, désolé les gars, je vais me reposer. Tu sais, tu commences à 20 dans un groupe WhatsApp où vous êtes tous très très chauds et à la fin, il y a 6 personnes qui sont prêtes à aller au truc. Tu parles moi, d'une je pense saison qu'il y en d'enfer, a- en fait, là, Antoine. C'est un petit peu ça, tu vois. Je pense qu'il y aura des mecs qui vont forcément passer. Si Curry, la saison des Warriors, elle est ultra éprouvante. Après, bon, tu me diras, ça peut être intéressant de faire les JO pour rebondir. On verra. Je pense qu'il y aura une très grosse équipe. Je pense pas qu'il y aura les 12 joueurs que tu avais cités à une époque, Ouais. mais il y en aura dans le lot. Je pense qu'il y en aura dans le lot et je pense qu'il y aura les meilleurs de la Coupe du Monde dernière, de l'an dernier, donc les Edwards, la Liberton qui sont des stars, les Banchero, donc il y aura une très grosse équipe de Team USA. Si tu vraiment prends les noms que tu as dit, les Embiid, les Kawhi, tout ça, vraiment tu prends les 12 là, oui, je me dis qu'ils gagnent à tous les coups. Mais je sais qu'il n'y aura pas les 12. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas ces 12 là. Maintenant, cette grosse équipe de Team USA, je pense pas qu'elle soit imbattable, mais je pense quand même qu'elle va gagner. Je pense que s'il y a une vraie équipe avec au moins 3 superstars, ils perdent pas. Il en manque un pivot. Il en manque un pivot. Il y a Joel Embiid maintenant, quoi. Bah, on verra s'il va y aller Embiid. Après, oui, il veut faire les JO. A priori, c'est neutralisé pour faire les JO. Mais on verra. Ouais. On verra. Mais je pense qu'il viendra. Je pense qu'il viendra. Mais et après, un pivot, paradoxalement, c'est pas sur quoi j'aurais construit l'équipe de Team USA pour gagner une médaille d'or. Parce que leur manière de jouer en FIBA et le basket FIBA et leur manière de jouer du fait qu'ils ne connaissent pas les règles, qu'ils les réapprennent chaque année en 3 semaines, ils se reposent que sur de la défense et de la contre-attaque. Après, ça peut leur donner... Ils auront une option sur qui se reposer sur demi-terrain, c'est très bien, hein, ça peut leur donner une force en plus. Mais c'est pas le mec où je me dis, ça change tout pour Team USA, tu vois. Par contre, après, c'est vrai qu'en défense, quand même... Enfin, de toute façon, s'il y a Embiid et... Je te dis, s'il y a 3 superstars, quels que soient les 3 superstars, s'il y a 3 superstars, je pense que le Team USA, il gagne. Je pense que les Français, ils sont dans une entre-deux générations. Les Allemands, il leur manque quelques super talents. Les Espagnols, ils sont en reconstruction. Luka Doncic, il est trop seul en Slovénie. La Serbie, il y a toujours un espèce de problème. Tu ne sais pas exactement ce qui se passe. On verra avec Jokic. La Serbie est peut-être ceux qui peuvent, en termes de talent, le plus jouer dans les yeux avec eux. C'est le Canada, moi, je pense, non ? Ouais, le Canada. Le Canada est peut-être l'équipe qui... Mais le Canada, c'est un basket un peu comme le leur. Donc, quelque part, c'est peut-être pas l'équipe qui, en termes... Tu vois, c'est pas ce qui leur propose le plus gros dépaysement sur un terme de match-up. Et du coup, si tu joues pareil, alors oui, ils auront un moins bon collectif que le Canada, mais des plus grosses individualités, tu vois, ça peut aussi pencher en leur faveur. Donc, je pense honnêtement que les Américains, ils auront une équipe où, a priori, ils gagneront les JO. Mais on le sait, ils ont plus de marge. Ils sont obligés d'envoyer une grosse équipe s'ils veulent gagner. C'est pas comme les filles, quoi. Ils sont au stade où eux, de toute façon, il faut envoyer une grosse équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que plus les années passent, plus on se rapproche du moment où même quand ils envoient une grosse équipe, c'est pas dit qu'en fait ils gagnent. Ouais. Bah c'est ça, parce que finalement, en fait, mais je partage ça. Je pense que s'ils envoient la plus grosse équipe, ils seront bien entendu les grands favoris pour gagner. Mais en fait, c'est pas pour autant que je les annoncerai imbattables. Dans le sens où, si tu reprends l'équipe de Team USA en 2008 ou celle de 2012, est-ce que l'équipe de cet été, même la plus grosse équipe envoyée, sera plus forte que celle-ci ? Je suis pas sûr. Et ces deux équipes de Team USA, avec uniquement des Hall of Famers, elles ont quand même dû batailler, au moins en finale, pour aller s'imposer. C'est dans ce sens-là où je pense qu'il n'y a plus cette notion d'invincibilité, où au bout du compte, tu tombes, ce que tu disais un petit peu, Antoine, tout à l'heure, mauvais match-up au mauvais moment, tu peux sortir en fait. Tu peux sortir, même regarder dernière Coupe du Monde, le Canada, qui avait quand même une bonne tête de champion du monde, finalement, il y a un match, t'es pas dedans. Tu tombes face à l'Allemagne qui sont sortis, si je ne me trompe pas, en demi. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, tu tombes face à une défense qui te propose des choses que tu n'as pas vues encore pendant le tournoi et tu as un peu baisse d'adresse. Et ça suffit pour que tu passes pas, d'autant que les matchs FIBA, c'est 40 minutes. Et ça, je pense que c'est la plus grosse différence pour les joueurs NBA, c'est la longueur de la durée des matchs, en fait. Et que les écarts que eux sont habitués à rattraper en NBA, c'est pas le cas en basket FIBA, où tu n'as que 40 minutes, c'est énorme, 8 minutes de moins, et tu n'as pas la possibilité de prendre un temps mort toutes les 30 secondes pour faire un changement ou pour réajuster tes line-up, en fait. Ça reste d'ailleurs ce que je trouve le plus
le plus kiffant d'ailleurs dans le basket Euroleague par rapport à la NBA. Moi, j'adore la NBA comme vous le savez, mais moi ce que j'aime dans le basket FIBA européen, c'est le fait qu'il y ait moins de temps mort et que les joueurs soient plus obligés de se débrouiller par eux-mêmes et de maîtriser vraiment tous les aspects du jeu au-delà de leur performance individuelle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui fait encore la différence, ou du moins qui peut encore poser problème à des équipes de Team USA dans des situations compliquées. Antoine, t'en avais une dernière aussi sous le coude? Ouais, allez, j'ai une dernière question, Allez, un peu provocatrice. C'est pas tout à fait ma question, mais c'est une question que je vois souvent sur les réseaux sociaux ou même en parlant avec des gens qui aiment le basket. Est-ce qu'on est toujours aussi sûr, c'est une question à long terme, que San Antonio, c'est ce qu'il y avait de mieux pour Victor Wembanyama? Voilà, je le vois souvent passer sur les réseaux et du coup, je me dis que ça peut être intéressant, nous, d'y répondre. C'est pas une question provocatrice de ma part, mais je le vois beaucoup passer. Donc, on va bien voir ce que vous en pensez. Bah, quand tu regardes les équipes qui pouvaient prétendre au first pick, il y avait Houston. Houston, c'est pas mal. Donc déjà, ça paraît être un peu moins la galère. On n'avait pas encore la donnée. Est-ce que Udoka, ça marche bien? Il est en train de faire du très bon travail. Donc Wembanyama avec Udoka et un groupe comme ça aurait été effectivement, je pense, une bonne option aussi. Mais même si on prend un peu individuellement chaque équipe là, je pense que c'est encore trop tôt pour le dire, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, là, il y a des interrogations. On se dit, bon, ok, Pop, il fait son truc. C'est toujours le côté laboratoire. Si l'année prochaine, et si ça traîne, si ce côté expérimental ou ça va pas dans le sens d'une équipe compétitive se prolonge trop, je pense qu'on pourra dire que c'était effectivement peut-être pas la meilleure. C'était trop beau pour être vrai et c'était peut-être pas la meilleure des options. Après, faut repenser à chaque. Il était quand même sacrément content d'éviter Houston, hein. On se rappelle. Et qui d'autre était dans Les la cour? Il y avait des Charlotte. Non, les Hornets. Ouais, les Hornets. Bon, les Hornets, ouais, ok, ça aurait été marrant de le voir avec la Mélo, il y aurait eu des trucs, mais bon, la Mélo, pour l'instant, il a les chevilles en mousse. Il a les chevilles en mousse et autour, il y a les cas sociaux qui ont des problèmes extra-sportifs. Et donc, je sais pas, ça aurait peut-être pas été une meilleure option. Et ouais, c'est ces trois-là. Après, il y avait Détroit ou n'importe quelle équipe qui a manqué les playoffs, quoi. Ouais, tu vois, grosso modo, bon, si on extrapole un peu, il peut y avoir les Washington, je sais plus qui a piqué, qui pique en quelle position. Je sais plus la draft en tête là, mais. Bon, le regret éventuel, mais on n'en est pas là, peut se jouer avec Houston, ça aurait été intéressant. Est-ce qu'avec Şengün, ils auraient pu jouer? En tout cas, ça aurait été compétitif tout de suite, en tout cas plus que ce que laisse San Antonio. Là, c'est le seul truc qu'on peut être à peu près certain. Sinon, l'avenir nous le dira. Je botte un peu en touche, mais je pense qu'il faut encore être un peu patient avant d'être catégorique. Moi, je reste sur mon. Moi, j'espérais qu'il soit choisi par San Antonio. Et je continue de penser que c'est probablement le meilleur environnement pour son développement individuel à moyen et à long terme. Cette année, comme on en parlait récemment, la semaine dernière, enfin, je sais plus, il y a une dizaine de jours avec Shai, les résultats sont décevants, ça c'est clair. Après, sur sa courbe de progression personnelle, je pense que c'est. Je vois pas où est le problème en fait. C'est décevant qu'il n'y ait pas de victoire, plus de victoires au bout. Ça, j'en conviens. Maintenant, moi, je reste confiant sur le moyen terme et sur la suite de la carrière de Victor. Il est dans un environnement qui est quand même protégé. C'est un petit marché, ils savent très bien protéger leurs joueurs. En termes de développement de joueurs, ils savent faire. Le fait d'être au contact d'un grand coach, on peut penser de Popovic ce qu'on veut sur cette saison. Moi, j'ai pas d'avis particulier sur ce qu'il fait cette saison. Mais voilà, je pense qu'au quotidien, les leçons, les discussions que tu peux avoir avec un bonhomme comme ça, je pense que c'est des choses qui peuvent te marquer pour toute la suite de ta carrière. Et je sais que c'est un poncif, que c'est même un cliché, le truc d'apprendre le jeu the right way, de la bonne manière. Mais au bout du compte, même un mec comme Jordan, aujourd'hui encore, si tu l'interroges, il va te parler de Dean Smith. Il va te dire que c'est là qu'il a appris à jouer de la bonne manière, à jouer dans un collectif, même si après, il n'a pas toujours été comme ça en tant que joueur individuellement. Moi, je pense que c'était quand même la meilleure solution pour lui. Moi, voilà. Je sais pas ce que tu en penses du coup, Antoine. Mais moi, je pense pareil. C'est parce que justement, je vois souvent cette question passer parce que j'ai l'impression qu'on se concentre un peu trop sur les résultats des Spurs qui sont décevants, ça c'est vrai. Je trouve que très vite, on crie à la sonnette d'alarme sur Greg Popovich en mode « Ah, il est vieux, il est dépassé. » Ben non, à un moment, il y a juste une équipe qui n'a pas beaucoup de talent et ben forcément, du coup, elle ne gagne pas beaucoup de matchs.
Je pense que Wembanyama, il aurait difficilement pu être lui-même et j'ai l'impression que c'est très important pour lui. Il parle beaucoup de sa liberté sur le terrain. J'ai l'impression c'est l'équipe dans laquelle il est plus amené à être lui-même. Même aux Rockets, il y aurait eu une tentative de le faire jouer avec Şengün. Ça n'aurait pas marché selon moi. Ça aurait été intriguant, mais du coup, il n'aurait pas pu être complètement lui-même, sachant que tu as en plus Jabari Smith, que je trouve qu'il est un joueur très intéressant. Donc, comment tu fais jouer les trois ensemble? Les autres équipes, tu es dans des franchises avec une culture un peu... Demandez, alors c'est plus les Bobcats, mais demandez à Boris Dio ce qu'il pense des... Ça date, hein, je sais, hein, c'est plus le même encadrement, tout, mais tu sais, c'est des trucs qui restent un peu... Il y a des raisonnements dans certaines franchises où attends, tu veux pas être un All-Star? Tu vois, c'était ça, Boris Dio. Pourquoi tu veux pas être un All-Star? Mais pourquoi tu veux pas être un All-Star? Mais pourquoi tu veux pas être un All-Star? Tu vois là, le truc quand ils lui font dans la parodie de Malik Bentala, vous condamnez le Hamas, vous condamnez le Hamas. C'est pareil, j'imagine très bien la scène où ils lui ont posé 30 fois la question de suite, tu veux pas être un All-Star? Voilà, la liberté qu'il va avoir aux Spurs, c'est une espèce de connaissance du jeu européen, une prise en compte de l'humain, plus que dans certaines organisations. Tout ça fait que je m'inquiète que San Antonio, je pense, c'est ce qu'il y a mieux pour Wembanyama. Et il y a un moment où il sera mieux entouré d'une manière ou d'une autre. Et là, à ce moment-là, on verra un joueur qui, je pense, peut être très, très dominant. Donc, oui, il ne faut pas juger. Enfin, comme tu l'as dit, Shai, au tout début, en fait, c'est beaucoup trop tôt pour juger et pour se reposer cette question aujourd'hui. Mais voilà, comme je la vois beaucoup, je voulais vous la partager. Très bien. Je vous propose... Shai, tu avais d'autres questions Bon, c'est bien. Je pense qu'on a fait un bon tour quand même, ça va. Ouais, c'est pareil, j'en avais d'autres, mais je les garde pour plus tard. On pourra se refaire une deuxième tournée là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à nous dire, vous, soit les questions, vous, qui vous interpellent pour 2024, ou voilà, si vous avez des avis différents des nôtres sur les questions qui ont pu être posées aujourd'hui. On vous rappelle un petit peu le planning pour la semaine. Si vous ne l'avez pas écouté ou si vous ne l'avez pas regardé, hier, on a lancé un podcast un peu différent qui s'appelle Me, My Kicks and I, présenté par Pierre-Armand Samama, où il y a une personnalité qui parle de son amour des sneakers. Donc si vous aimez bien les baskets, allez écouter le premier épisode. C'était avec Rémi Reverchon qui nous a fait l'amitié d'être le premier invité. Demain, mardi soir, demain vous retrouvez bien sûr le CQFR, le soir une late session, toute la semaine nos CQFR comme vous en avez l'habitude. N'hésitez pas à nous poser vos questions pour le CQFR. Je vous rappelle l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. Et puis ce week-end, Moop Deep et puis un nouvel épisode du Hoop Culture. Bref, vous en avez pour toute la semaine. Nous, on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. The game is out there, and it's either play or get played.